Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo plutôt sympathique. En effet aujourd'hui... Oh, j'ai totalement raté la pile. Aujourd'hui, je vais vous parler de tous ces livres qui, selon moi, seront, d'ici une dizaine d'années, considérés comme des classiques. Moi, la question quel livre sera un classique d'ici 50 ans, c'est une question que je me pose assez régulièrement, puisque quand je fais une lecture, je me demande si ce livre il sera encore lu, encore imprimé d'ici une quinzaine, vingtaine, trentaine d'années. Donc c'est une question que je me pose assez régulièrement de savoir mais quels seront les classiques de demain? Quels livres parmi nos lectures d'aujourd'hui marqueront l'histoire? En fait, quel livre parmi nos lectures sera considéré comme un classique au même titre que Frankenstein, Le Portrait de Dorian Gray ou encore La Ferme des Animaux? Et il faut pas se dire en fait que les livres écrits aujourd'hui ne seront jamais des classiques sous prétexte que les classiques sont forcément vieux. Ce sont forcément des vieux livres de plus de 200 ans. Puisque c'est totalement faux, il y a des livres écrits dans la deuxième partie du XXe siècle qui sont déjà aujourd'hui considérés comme des classiques. Je pense notamment à La Servante écarlate, Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur ou encore La cloche de détresse, qui sont tous des livres écrits après 1950. Donc ça prouve ça qu'un livre n'a pas besoin d'être écrit depuis une centaine d'années pour être considéré comme un classique, puisqu'au bout d'une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années, on peut déjà se rendre compte de si ce livre va rester dans l'histoire. Mais d'ailleurs là on parle des classiques, mais moi il y a quand même une question qui me chafouine, c'est qu'est-ce qui fait qu'un livre est considéré comme un classique? C'est quoi finalement la définition d'un classique? C'est quoi? C'est ça qui fait qu'un livre sera un classique? Plus globalement, qu'est-ce qu'un classique? Déjà, bien évidemment, un classique, c'est un livre qui traverse le temps, qui continue d'être lu bien après son époque. C'est un livre que même si son époque est révolue depuis bien longtemps, il continue de parler et de toucher les lecteurs. Par exemple, on peut lire l'Iliade aujourd'hui et être autant bouleversé par la mort de Patrocle que les personnes qui ont entendu parler de cette histoire à l'époque d'Homère. Pour qu'un ouvrage soit considéré comme un classique, il faut aussi que le style d'écriture du livre soit marquant, qu'il y ait une belle plume ou encore que l'écriture soit innovante. C'est un style d'écriture qui sera reconnaissable et qui bien des années plus tard continuera d'influencer des autrices et auteurs. Un autre aspect important pour qu'un livre soit considéré comme un classique, c'est les thèmes qu'il aborde. Malgré le fait qu'un livre soit ancré dans son époque par ses personnages, les décors ou encore les dates précisées, eh bien il faut que le sujet du livre soit universel et qu'on puisse encore s'y identifier et qu'on puisse s'y reconnaître bien des années plus tard. Et finalement, il y a énormément de sujets qui existent comme ça, qui peuvent encore toucher les lecteurs d'aujourd'hui comme ils ont touché les lecteurs d'il y a 200, 300 ans. Par exemple, comme sujet, on peut avoir l'amour, comme dans Emma de Jane Austen, la justice, comme dans Ne tirez pas sur l'oiseau moqueur de Harper Lee. Le sujet du livre, ça peut aussi être l'amitié, comme dans Des souris et des hommes de Steinbeck. Mais aussi la mort, comme dans Le portrait de Dorian Gray d'Oscar Wilde, ou encore la mémoire, comme dans Mrs. Dalloway de Virginia Woolf. Il faut tout simplement que les thèmes abordés soient encore pertinents bien des années plus tard. Pour faire d'un livre un véritable classique, il faut aussi qu'il ait une certaine portée culturelle. Que tout le monde, ou presque tout le monde, connaisse l'existence de ce livre. Au point que les personnages, les décors ou même les citations du livre soient couramment utilisés dans le langage. Faut que ce soit des références en fait qui n'appartiennent pas seulement aux lecteurs du livre, puisque ce sont des livres qui sont adaptés en film, en pièces de théâtre, en séries et on en parle même dans des musiques. Bref, ce sont des livres qu'énormément de personnes connaissent, peut-être même sans savoir qu'à la base c'était un livre. Moi, cette petite partie de la définition d'un classique, ça me fait notamment penser à Roméo et Juliette de Shakespeare, ou encore Le Hobbit, Le Seigneur des Anneaux de Tolkien, puisque c'est des références que tout le monde a, mais tout le monde est loin d'avoir lu les livres. Les classiques, c'est aussi des livres que même s'ils n'ont pas eu un énorme succès dès leur sortie, malgré tout, aujourd'hui, ils font énormément parler d'eux. Que ce soit dans des articles ou des critiques, mais ils sont aussi et surtout étudiés à l'école, donc que ce soit en primaire, au collège, au lycée ou encore à l'université. Ce sont des livres qui sont encore étudiés aujourd'hui. Et donc il y a plein de classiques qu'on connaît, notamment pour les avoir étudiés à l'école. Les classiques, ce sont des livres qui passent de génération en génération, ils ont été étudiés par nos parents et seront très certainement étudiés par nos enfants. Les classiques, ce sont aussi des livres qui ont profondément marqué la littérature de leur époque. Ce sont des livres innovants qui ont amené après leur sortie des ruptures dans le genre de leur époque. Il y a tout simplement du nouveau dans ces ouvrages. Ça peut être un genre nouveau ou encore une écriture nouvelle. Ce sont des livres qui ouvrent la voie à d'autres écrivains et écrivaines qui sans pour autant copier vont énormément s'inspirer de ces ouvrages. Les classiques, ce sont tout simplement des livres qui sont lus et relus à travers le temps. Chaque époque pourra s'y identifier. Ce sont des textes aux lectures multiples et tellement riches qu'une seule lecture ne suffit pas. Et voilà, je pense que c'est tout pour ma définition de qu'est-ce qu'un classique, donc je pense très certainement que ma définition est assez incomplète, donc n'hésitez pas à la compléter en commentaire. Si vous voulez rajouter un petit peu, vous, votre définition à vous de qu'est-ce qu'est un classique, si
Si vous avez une autre vision des classiques, tout ça, dites-moi ça en commentaire. Ça m'intéresse de voir votre avis à vous. Mais en tout cas voilà, avec mes recherches et mes connaissances à moi, ce que moi je considère comme étant un classique. C'est tous ces points-là que je viens de vous évoquer qui font d'un livre un classique, un livre qui perdurera dans le temps. Maintenant que je vous ai parlé de qu'est-ce qu'un classique, passons à la partie fun de la vidéo dans laquelle je vais vous parler de tous ces livres que j'ai lus, qui je pense seront d'ici une dizaine, quinzaine, vingtaine d'années considérés comme des classiques. Ces livres que si on dit d'ici 10 ans que tout le monde l'a oublié, je n'y croirais pas finalement. Donc c'est tous des livres que j'ai lus, et que des livres publiés après les années 2000 finalement, sinon la vidéo n'aurait pas de sens puisque c'est des lectures d'aujourd'hui. Donc on a vu tout à l'heure qu'un classique c'était un ouvrage que beaucoup connaissaient, qui était adapté en série, en film, etc. Mais par contre moi je considère pas que n'importe quel livre qui est adapté en film ou série sera considéré comme un classique, puisqu'ils ne marquent pas tous à la même échelle. Il y a des livres qui sont adaptés en film, et le film il y a que très peu de personnes qui l'ont vu. Pas tellement que peu de personnes ont vu, mais je veux dire c'est pas un film qui a fait un boom énorme au point que c'est devenu une référence et que tout le monde l'utilise couramment en parlant. Par exemple je pense au livre Là où chantent les écrevisses qui a été adapté au cinéma avec l'actrice Daisy Edgar Jones, et bien ce film et ce livre, malgré le fait qu'il ait été adapté en film, et bien ça n'a pas marqué notre génération finalement. Ou encore comme les meurtres mode d'emploi qui ont été adaptés en série Netflix, c'est pas quelque chose qui pour le moment a marqué notre génération. Peut-être qu'il faut laisser le temps, mais moi je vais pas vous parler de tous ces petits livres là, de tous ces livres qui sont adaptés en série ou en film, je vais vraiment vous parler de moi des livres qui commencent déjà dès aujourd'hui à marquer leur époque, et c'est des livres que on connaît tous finalement, qu'on voit tous sur les réseaux sociaux et qu'on aborde mine de rien beaucoup dans notre vocabulaire, et qui sont devenus de véritables références en fait au quotidien aujourd'hui, et donc moi c'est là-dessus que je vais me baser pour les classiques et pour les livres qui je pense vont être considérés comme des classiques plus tard. Voilà, donc je vais pas vous parler de tous les livres adaptés en film ou en série puisque je pense pas que c'est véritablement ça qui va en faire d'eux des classiques. Voilà, donc comme vous pouvez voir j'ai pas sélectionné non plus énormément de livres, c'est aussi parce que j'étais beaucoup restreinte par le fait que je voulais sélectionner que des livres que j'avais déjà lus. Ça aurait été un peu bête de vous présenter des livres que j'avais pas lus, même si je suis persuadée qu'ils seront des classiques plus tard, mais bon bref, je vous parle que des livres que j'ai lus donc c'est pour ça que la liste est pas non plus énorme. Voilà, mais n'hésitez pas à compléter ma liste en commentaire avec vos lectures à vous. On va commencer par l'évidence, et avec ce livre je pense qu'on est tous d'accord pour dire que c'est peut-être déjà un classique aujourd'hui. On va parler des Hunger Games de Suzanne Collins. Donc déjà moi j'ai une question à vous poser, est-ce que vu que le premier tome d'un livre est considéré comme un classique, par exemple je peux penser à La Servante écarlate de Margaret Atwood, le premier tome est considéré comme un classique, mais est-ce que du coup Les Testaments, le second tome, est lui aussi considéré comme un classique? That is la question que je me pose actuellement. Mais du coup je me demande si pour les Hunger Games finalement les 3 premiers tomes sont pas déjà considérés comme des classiques et pas que le premier. J'ai l'impression que c'est global en fait avec les Hunger Games et qu'ils seront tous considérés comme des classiques, il n'y en aura pas un séparé des autres, alors que la plupart du temps quand t'as un tome 1, un tome 2, c'est surtout le tome 1 qui est considéré comme un classique. Donc voilà, moi je pense que les Hunger Games ils seront tous considérés comme des classiques plus tard, puisque déjà les Hunger Games ils sont ancrés dans notre culture universelle. On connaît tous les Hunger Games, même si on l'a pas vu, on connaît tous la phrase et puisse le sort vous être favorable. Joyeux Hunger Games à tous. C'est une phrase qui revient souvent au quotidien, donc peut-être un peu moins en France, mais elle est beaucoup évoquée sur les réseaux sociaux quand on y va, c'est une phrase qui revient beaucoup. Et aussi les personnages des Hunger Games, c'est des personnages qu'on parle énormément, même si on parle pas forcément des Hunger Games, on peut faire des références à certains personnages, comme par exemple le personnage de Katniss, à sa vie, on fait des références, tout ça, et c'est assez naturel comme référence, puisque ça vient comme ça dans la conversation, c'est des personnages qu'on évoque, sans que la conversation soit forcément basée sur les Hunger Games. Et c'est ça qui fait des livres de Suzanne Collins des classiques, puisqu'on en parle souvent, énormément. C'est ça aussi un classique finalement, c'est aussi des personnages dont on va prendre l'apparence pour les déguisements d'Halloween. C'est peut-être pas une bonne définition d'un classique, mais je trouve que c'est des personnages qui sont tellement ancrés dans la culture populaire qu'on va, par exemple, il y a beaucoup de personnes qui se déguisent en Frankenstein pour Halloween, tout ça, le fantôme de l'opéra, tout ça c'est des classiques. Mais je me dis, bah Hunger Games c'est un peu le même truc aussi, même si c'est pas la définition propre d'un classique, le déguisement d'Halloween. Et par exemple, il y a beaucoup de personnes qui vont se déguiser en Effie Trinket, tout ça. Donc je me dis, ça peut aussi faire partie un peu de la définition d'un classique, le fait qu'on s'en déguise pour Halloween, des personnages du livre. Donc déjà, le premier aspect des Hunger Games, c'est les personnages que tout le monde connaît, des citations qu'on va évoquer dans des conversations, mais il y a aussi les décors qu'on peut évoquer et auxquels on pense souvent, par exemple les décors du district 12, le Capitole, c'est des comparaisons qu'on peut faire dans la vie quotidienne, et c'est aussi des comparaisons, les Hunger Games, qui peuvent être utilisées dans des discussions politiques finalement. Donc voilà, en plus des personnages et des citations, les lieux ont aussi énormément marqué, et ce qui fait de ces livres des classiques, c'est aussi les films, les adaptations. On a déjà eu donc une adaptation, enfin tous les Hunger Games sont adaptés au cinéma, et là on va
va bientôt avoir une pièce de théâtre qui va commencer en octobre à Londres, donc Hunger Games on Stage, moi je vais le voir le 14 novembre, donc ça va être adapté en pièce de théâtre, il y avait déjà eu plein de pièces de théâtre dans des écoles adaptées des Hunger Games, et c'est loin d'être fini je pense. Et aussi un classique, est-ce que ça peut se définir par leur fanfiction? Pas forcément, mais vu que les classiques ça inspire énormément d'autres auteurs, est-ce que mine de rien on peut considérer que vu qu'il y a énormément de fanfiction sur les Hunger Games, ça rajoute un petit peu à ce truc de ce sera considéré comme un classique, puisque l'univers, l'histoire, les personnages inspirent énormément les jeunes auteurs et autrices qui sont pourquoi pas sur Wattpad ou sur les sites de fanfiction. Voilà, donc ça aussi ça peut jouer aussi, puisqu'il y a beaucoup de personnes qui écrivent sur l'univers du livre, et c'était pareil avec les livres de Jane Austen, il y en a plein aujourd'hui encore qui écrivent des styles de fanfiction dans l'univers des livres de Jane Austen. Voilà, du coup je trouve les fanfictions ça peut jouer aussi, puisque c'est des livres qui inspirent d'autres auteurs. Donc c'est ça en fait ma question, c'est est-ce que finalement les Hunger Games sont pas déjà des classiques? Puisque mine de rien ça fait seulement plus d'une dizaine d'années qu'ils ont été publiés et ils ont déjà marqué notre époque. Donc voilà, moi je considère que les Hunger Games c'est déjà des classiques, mais d'ici une dizaine d'années voyons voir si ce sera encore considéré comme des classiques, si ce seront des livres qui vont encore marquer, et aussi ce qui fait d'un livre un classique, enfin après là ça a un peu perdu de son sens aujourd'hui, mais c'est toutes les rééditions du livre, le fait qu'il soit encore imprimé aujourd'hui, mais le fait est qu'un classique, c'est un livre qui va être réédité dans plein d'éditions, donc dans de belles éditions, dans des éditions illustrées. Un classique en général il est beaucoup réimprimé, et donc là les Hunger Games on a déjà cette édition là, on a énormément d'éditions en France, on a l'édition illustrée que j'ai qui est juste magnifique, on a plein de rééditions qui ont été faites sur les Hunger Games, et donc je pense que ça peut rajouter au fait que ce soit déjà aujourd'hui des livres considérés comme des classiques. Donc voilà, pour moi les Hunger Games c'est un peu le meilleur exemple du classique d'aujourd'hui, puisque je pense très honnêtement que les Hunger Games d'ici une vingtaine d'années ce sera encore lu, encore imprimé, et ce sera considéré comme de véritables classiques. Donc voilà, les Hunger Games, c'était un petit peu le meilleur exemple pour cette vidéo, puisque c'est un peu le livre où on peut être le plus sûr et certain que ça va être un classique plus tard, mais il y a d'autres livres qui ont été publiés après les années 2000. Attends, ça a été publié après les années 2000 ou pas, ça? Attends. Ah purée, non, 1998, Crotte de Bic, ça va pas dans la vidéo. Ah si, on va quand même le mettre dans la vidéo parce que c'est un peu le deuxième meilleur exemple d'un livre qui sera considéré comme un classique plus tard, puisque ça a été publié en 1998, Le Trône de Fer, mais je voulais faire ma vidéo que sur des livres publiés après les années 2000, mais on va quand même le mettre dans la vidéo puisque c'est continué d'être publié, tout ça, puis la plupart des tomes de Trône de Fer sont publiés après les années 2000. On va partir là-dessus parce que j'ai vraiment envie d'en parler dans cette vidéo. Un autre ouvrage qui, je pense très certainement, j'ai pas beaucoup de doutes là-dessus, sera considéré comme un classique d'ici une dizaine d'années, c'est Le Trône de Fer, les livres de George R. R. Martin. C'est des livres qui, je pense, ils sont déjà ancrés en fait dans la culture populaire. C'est des livres au même titre que Le Seigneur des Anneaux, tout le monde en parle, tout le monde connaît, donc que ce soit grâce à la série ou grâce aux livres. C'est des livres, mine de rien, on les évoque beaucoup dans les conversations, même si la série est terminée depuis quelques années maintenant, on en parle encore énormément aujourd'hui, il y a énormément de débats qui sont encore à jour aujourd'hui et que tout le monde évoque, il y a énormément de théories, de fanfiction sur Game of Thrones, donc je pense très sincèrement que Le Trône de Fer de George R. R. Martin peut être considéré comme un classique, enfin sera d'ici quelques années considéré comme un classique, puisque c'est tellement quelque chose qui est ancré en fait universellement que tout le monde connaît. Je pense je prends pas trop de risques comme avec les Hunger Games pour dire que Le Trône de Fer ce sera considéré comme un classique, puisque mine de rien Le Trône de Fer il y a des références de ce livre ou de la série qui sont évoquées par des personnes qui n'ont jamais vu la série ou les livres. Moi par exemple, je me suis mise à lire Le Trône de Fer et à regarder la série bien après tout le monde, c'est-à-dire que la dernière saison était sortie, que je me suis mise à regarder, donc je m'y suis mise sur le tard, mais avant de regarder la série, j'avais déjà des références. Je connaissais les personnages, je savais qui étaient les Stark, je connaissais la phrase Winter is coming, alors que je n'avais jamais vu la série ni lu les livres. C'est des références que j'avais déjà sans même avoir lu ou vu Game of Thrones. Donc ça je pense que ça joue beaucoup, parce que pareil, il y a des personnes qui n'ont jamais lu ou vu aucune pièce de théâtre, aucun film Roméo et Juliette, qui connaissent l'histoire de Roméo et Juliette. Donc je pense que c'est un peu pareil, tu vois, moi je connaissais l'histoire de Game of Thrones sans l'avoir lu ou vu, donc ça correspond, et je pense que Game of Thrones, en partant de ce principe-là, ça peut être considéré comme un classique. Puisque les classiques, c'est ça, souvent on les a ni vus ni lus, on sait pas du tout vraiment l'écriture même de l'ouvrage, mais on connaît l'histoire, on connaît les personnages. En plus c'est de la fantasy pure, et il y a beaucoup de livres de fantasy qui sont considérés comme des classiques, donc que ce soit Le Seigneur des Anneaux ou Le Hobbit, mais c'est sûr qu'il y en a plein que je connais pas, et qui sont des classiques et que c'est de la fantasy. Donc voilà, c'est ça, donc comme pour les Hunger Games, pour les Game of Thrones. Oh, alors dans tous les classiques dont je vous parle pour le moment, c'est-à-dire deux, il y a le mot game dans le titre. Bref, donc comme pour dans les Hunger Games, dans Le Trône de Fer, les personnages, ils sont beaucoup évoqués dans les conversations d'aujourd'hui, les citations sont beaucoup évoquées, donc que ce soit, vous savez, les citations des familles, mais aussi beaucoup d'autres citations dont on parle, et aussi,
Je sais vraiment pas, ça va pas vraiment aller dans ma définition du classique, mais le fait qu'il y ait des edits encore faits aujourd'hui, je divague peut-être, mais le fait qu'il y ait des edits encore faits sur la série alors qu'elle est terminée depuis Belle Lurette, eh bien je trouve que ça veut dire que c'est quelque chose qui est ancré dans notre culture et que quand t'as un edit Game of Thrones sur TikTok qui est publié, donc vous savez les vidéos avec la musique tout ça, eh bien ça fait des millions de vues. Donc je me dis, ça joue aussi sur le fait que personne n'a oublié Game of Thrones alors que bah ça fait longtemps que la série est terminée. Donc voilà, je trouve que les livres Le Trône de Fer sont déjà bien ancrés dans notre culture populaire et je pense que ça ne va pas se finir de sitôt et que ça va durer encore longtemps, ça va être des livres qu'on va étudier, qu'il va y avoir encore énormément de critiques sur ces livres. Déjà pour le simple fait que la série littéraire n'est pas terminée, mais aussi parce que c'est quelque chose qui a tellement marqué, qui a tellement divisé, il y a tellement de personnes avec des avis différents, que ce soit sur la série ou les livres, et bien que ça va continuer de faire parler d'eux. Donc jusqu'à être étudié à l'école, pas forcément, parce qu'il y a plein de classiques qu'on n'étudie pas à l'école, hein, comme les classiques écrits par des femmes. Mais, ça c'était gratuit, mais ce que je veux dire, c'est que ça sera pas forcément étudié à l'école, et c'est pas pour ça que c'est pas pour autant considéré comme un classique. Mais je pense que les Game of Thrones, ils ont déjà pas mal marqué notre génération et notre époque, et que ça continuera de faire parler, et que on verra s'il y aura d'autres adaptations, pièces de théâtre ou quoi. Mais en tout cas, voilà. Game of Thrones, quand on en parle, tout le monde connaît, et pour moi, ça rejoint la définition d'un classique. Ensuite, on va passer à ce livre-ci, mais ce livre-ci, vous allez me dire, mais Maëva, pourquoi tu le mets dans cette vidéo? Personne le connaît. Alors déjà, pas personne le connaît, c'est juste que il est moins connu, il n'y a pas eu d'adaptation, c'est un livre dont on parle moins, mais pour moi c'est un livre qui a tout pour être un classique. Déjà c'est un livre qui a un peu innové, je trouve, le genre de la Dark Academia, c'est un livre qui est assez ancré, enfin... Quand on parle de Dark Academia, tout le monde pense à ce livre. Et donc pour moi, c'est un peu ça un classique. C'est un classique qui est une référence dans le genre du livre. Je réinvente ma définition du classique à chaque livre que je vous présente pour que ça aille avec le livre. C'est catastrophique, mais en tout cas pour moi c'est ça, c'est une référence dans le genre aussi un classique. Donc voilà, ce livre, il n'y a pas d'adaptation. J'espère qu'il y en aura un jour. Il a été écrit... Oh non, attends, ça se trouve aussi, il n'a pas été écrit après les années 2000. Je le sens gros comme une maison, cette histoire encore. Oh, 1992, bon, c'est qu'il n'est pas encore considéré comme un classique, mais on va dire que c'est que ça va venir, tu vois. Bref, après ça c'est un peu mes grands espoirs. Mais The Secret History de Donna Tartt, pour moi, ça sera plus tard un classique. Là, je vous ai parlé de Game of Thrones et Hunger Games, j'étais assez sûre de moi, là un peu moins, mais c'est un livre qui, je pense, a tout pour être un classique plus tard. Il est innovant dans son genre, c'est une référence dans son genre, et c'est une écriture qui a une belle plume, et c'est une histoire qui nous emporte, enfin c'est un classique pour moi. Quand je l'ai lu, j'avais l'impression de lire un classique. Donc voilà, il me semble en français, le livre s'appelle Le Maître des Illusions, donc c'est un livre dont beaucoup de personnes ont la référence, mais moins en France finalement, puisque c'est pas un livre qui a beaucoup touché les lecteurs français. La Dark Academia, ça arrive tout juste en France depuis quelques années, alors que ce livre, aux États-Unis, tout ça, c'est un livre que moi j'avais beaucoup vu sur les réseaux sociaux, mais très peu finalement sur les réseaux sociaux français. Donc ce livre, ça sera sûrement un classique, mais un classique qui touchera pas forcément nous, notre petite France, tu vois. Et que les lecteurs français vont pas forcément... Enfin bref, voilà quoi, j'essaie de me dédouaner de mon truc, mais The Secret History, pour moi, j'ai envie de vous expliquer plus amplement pourquoi c'est un classique, tout simplement parce qu'il a tout pour être un classique. C'est catastrophique, je vous ai fait un super début de vidéo avec ma belle définition des classiques, puis là ça part en cacahuète. Non mais c'est que The Secret History, moi quand je l'ai lu, j'avais l'impression de lire un classique en fait. J'avais adoré le fait que les chapitres, il y en ait que 2 ou 3 dans le livre, donc c'est-à-dire que t'as pas de séparation. C'est comme des parties, mais t'as pas de petits chapitres, genre tu continues l'histoire sur tout le long, et t'as pas de coupure dans le livre. Donc ça, j'avais trouvé ça assez innovant, même si je suis sûre que ça existe dans plein de livres. Moi c'était la première fois que je lisais un livre comme ça, où j'avais pas de fin de chapitre. Au début que je lisais le livre, je cherchais la fin du chapitre en mode « Oh, combien il me reste 2 pages avant d'aller dormir ?» Eh bah il m'en reste 230 quoi. Et il y a plein d'aspects, mine de rien, aussi de l'écriture de Donna Tartt qui fait que je pense que ce sera un classique. L'histoire aussi était assez incroyable, la Dark Academia, enfin c'est vraiment une référence dans la Dark Academia ce livre, sincèrement. Non mais oui, mais ce livre il a tout pour être un classique, s'il vous plaît, faites-moi des adaptations cinématographiques, des adaptations en série. Vraiment là vous en reparlez, ça me donne tellement envie de relire ce livre. Les personnages me manquent alors que j'ai vraiment apprécié profondément aucun personnage. Mais vraiment lisez The Secret History, c'est un livre qui mérite de devenir un classique, puisque moi vraiment quand je l'ai lu j'avais très clairement l'impression de lire un classique. Donc pour moi c'est déjà un classique dans mon cœur, même si c'est que moi. Donc bon voilà. Donc voilà, The Secret History c'est moins évident que ce sera un classique plus tard, c'est pas vraiment une évidence, mais pour moi il a tellement tout pour être un classique, il est innovant, il a marqué le genre de la Dark Academia, c'est un livre qui peut être un classique pour moi.
à mes yeux, et je me dis ça peut être un classique qui va rester dans le temps, un livre qui va jamais vraiment arrêter d'être imprimé, mais pour autant ça sera pas un classique que tout le monde connaîtra, comme La Cloche de détresse de Sylvia Plath. C'est pas un livre que tout le monde connaît, mais malgré tout c'est considéré comme étant un classique. Donc voilà, je pense que ce sera un petit classique, tu vois, un classicounet. On continue avec le prochain livre qui est un livre de Madeline Miller, donc Le Chant d'Achille, qui a énormément marqué ces dernières années, la littérature de ces dernières années. Mais alors la question que je me pose, c'est est-ce qu'un livre inspiré d'un classique peut être considéré comme un classique? Ah, je me pose beaucoup trop de questions, mais oui, c'est ça, parce que c'est inspiré de l'Iliade, donc d'Homère, mais est-ce que ça peut du coup être considéré comme un classique, vu que c'est inspiré... En vrai, si, je pense. Mais c'est un livre qui a tellement bouleversé beaucoup de personnes, c'est un livre qui est devenu une véritable référence. Quand on parle de mythologie grecque et de retelling de mythologie grecque, on pense forcément à ce livre. Puisque dans le genre des retelling, vous savez, c'est les récits mythologiques s'inspirer d'un mythe en particulier pour ensuite l'exploiter et en faire une histoire complète, un roman complet. Donc là, ça s'inspire de l'Iliade, donc de l'histoire d'amour entre Patrocle et Achille. Donc c'est ça dans les récits mythologiques, c'est un peu un précurseur dans ce style-là. C'est un livre qui est sorti bien avant, puisque là c'est très à la mode aujourd'hui de sortir des retellings mythologiques, mais j'ai l'impression que ce livre c'est un peu la base de ce genre, puisque quand on pense à un récit mythologique, moi je pense forcément au Chant d'Achille qui a été un des premiers publiés et un des premiers pensés. Et c'est un livre, c'est ça, qui a énormément marqué. Madeleine Miller aujourd'hui, elle est extrêmement connue grâce à ce livre notamment. Il n'y a pas encore eu d'adaptation du Chant d'Achille, aucune. Mais moi je pense, c'est sûr que ça arrivera un jour, c'est pas possible autrement, c'est un livre qui a tellement eu de succès, il est connu partout, tu vas dans des librairies partout dans le monde, tu auras le Chant d'Achille. Et j'en suis sûre, je vous le dis, parce que dès que je vais dans un pays, moi je visite les librairies du pays, j'étais à Tenerife cet été, il y avait le Chant d'Achille, en Belgique, en mars, il y avait le Chant d'Achille, quand j'étais à Amsterdam, il y avait le Chant d'Achille, quand j'étais en Grèce, il y avait plein d'éditions du Chant d'Achille. Bref, dans tous les pays où je suis allée, le Chant d'Achille était mis extrêmement en avant dans la librairie, que ce soit les belles éditions ou l'édition normale comme moi j'ai. Eh bien, c'est un livre qui est extrêmement mis en avant encore aujourd'hui, bien des années après sa sortie. C'est un livre qui n'est pas oublié, et c'est un livre qui, je pense, ne sera pas oublié. Et donc, pour moi, c'est ça qui fait de ce livre un classique. C'est un livre qui est énormément lu encore aujourd'hui, bien des années après sa sortie, il est encore imprimé. Bref, pour moi, Le Chant d'Achille, ce sera un classique plus tard. C'est un livre qu'il faudrait que je relise, puisque, comme j'ai dit tout à l'heure, un classique, c'est un livre à lire et relire. Donc, Le Chant d'Achille, pour moi, ça sera sûrement un classique plus tard. Pourquoi j'ai autant découpé ma phrase? Et qu'est-ce qui se passe là? Il y a des livres qui tombent. Il y a ce livre aussi dont je vais vous parler, c'est donc Little Life. J'ai oublié par contre comment ce livre s'appelle en français. Une petite vie. Bref, c'est le livre de Anya Yanagihara. Une vie comme les autres. Une vie pas comme les autres, une vie comme les autres, je crois. Je crois que c'est ça le titre en français. Et donc ce livre, Little Life, un classique aussi, ça me fait énormément penser à Oliver Twist. C'est ça, cet enchaînement de mes aventures. Je pense que ce livre sera considéré comme un classique plus tard. Little Life, c'est une lecture difficile. C'est un livre qui est considéré aujourd'hui comme étant l'un des livres les plus tristes jamais écrits. Voilà, l'édition que j'ai. Déjà, une des choses qui fait que je pense que ce sera un classique plus tard, c'est le nombre de rééditions qu'il y a eu de ce livre. Donc des rééditions en anglais, tout ça. Il y a eu beaucoup de rééditions de ce livre qui ont été faites, dans de nouvelles éditions, etc. Donc déjà, il y a ça qui fait que ça peut être considéré comme un classique, mais c'est aussi le fait que tout le monde sait que la fin est dévastatrice. Là, c'est pas un spoil que je vous donne, c'est que tout le monde, c'est une connaissance pas universelle, mais... Ah, je sais pas si je peux dire ça finalement. Mais en vrai, vous voyez ces vidéos de personnes qui sont en train de pleurer en lisant un livre, et bah tout le monde sait quel livre ils sont en train de lire quand on voit ces vidéos-là sur les réseaux sociaux, et évidemment, c'est A Little Life. Tout le monde sait que c'est un livre qui est dévastateur, même sans l'avoir lu. On sait, moi, avant de lire ce livre, je savais qu'il allait me détruire, je savais que c'était un livre extrêmement triste, sans savoir de quoi il parlait. C'est un livre, tout le monde sait qu'il est extrêmement triste, que c'est un des livres les plus tristes jamais écrits, mais on ne l'a pas forcément lu, tu vois. Et c'est un livre, beaucoup de personnes en parlent encore aujourd'hui, il n'y a pas encore eu d'adaptation, j'espère que ça viendra un jour. Oh, au final, est-ce que j'ai envie de voir ça au cinéma? Pas forcément. Mais c'est un livre qui a déjà énormément marqué notre génération à nous, malgré le fait qu'il n'est pas sorti depuis longtemps. Il est sorti en quelle année ce livre? 2015. Donc c'est un livre aujourd'hui, il est énormément lu, tout le monde a un petit peu la référence. Et c'est ça aussi qui fait d'un livre un classique, on a la référence. On a ce truc de savoir... Ce livre il est très triste, même sans l'avoir lu. Donc voilà, dites-moi vraiment quand je parle d'un truc si c'est que dans ma tête à moi ou si c'est vraiment tout le monde qui pense comme ça. Donc bref, voilà pour A Little Life. Moi je pense que ce sera un classique plus tard. Un petit classique encore une fois, mais c'est comme pour les derniers dont je vous ai présenté, j'en suis moins sûre, mais c'est des livres, je considère, ils ont tout pour être des classiques. Ils correspondent vachement à la définition que je vous ai faite tout à l'heure, même si c'est moins quelque chose d'universel. C'est des livres plus dans l'écriture, dans le genre, dans la version dont c'est amené dans l'histoire, où ça change un peu tout dans notre littérature d'aujourd'hui. C'est ça aussi qui fait que ce sera des classiques. Et donc maintenant on passe à un autre livre qui est Les 7 maris d'Evelyn Hugo. Ce livre-ci, j'ai envie que ce soit un classique.
mais je pense que ce sera un classique pas que parce que j'ai envie, c'est aussi que c'est devenu une véritable référence. Déjà, bon, on va encore parler de TikTok, mais c'est un des premiers succès du BookTok. C'est un des premiers livres où il a énormément marché, il a explosé, ses ventes ont énormément évolué grâce aux réseaux sociaux. C'est un des premiers livres dont son succès a été si fort grâce aux réseaux sociaux. Donc déjà, c'est un petit truc innovant, mine de rien, puisque les réseaux sociaux sont autant présents dans notre vie d'aujourd'hui, je me dis ça doit aussi jouer, enfin forcément tu vois. J'ai un peu l'impression que beaucoup de personnes connaissent un petit peu globalement l'histoire des 7 maris d'Evelyn Hugo, et c'est un titre de livre, aujourd'hui tout le monde le connaît. Les 7 maris d'Evelyn Hugo, ça a été tellement un énorme succès que c'est un livre, bon, on connaît tous. Pas tout le monde, mais vous comprenez ce que je veux dire. Donc évidemment, ça avait été ralenti avec le Covid-19, tout ça, mais c'est un livre qui sera adapté en série, me semble. Non, en film, c'est ça qui était chiant, parce que c'est un livre, littéralement, il est fait pour être adapté en série. T'as 7 maris, 7 épisodes, c'était pas si compliqué, mais il me semble que ce sera un film. Après, à voir s'il sortira un jour, parce que là, j'ai pas l'impression que ça arrive, notre affaire. Donc, c'est un livre qui est censé être adapté au cinéma, donc ça jouera un petit peu dans le fait que c'est un classique. Enfin, ce serait fou, je trouve que ce livre soit considéré comme un classique. Non, je pense pour les 7 maris d'Evelyn Hugo, en vrai, c'est plutôt moi, là, qui me projette et qui a envie que ce soit un classique plutôt que, objectivement parlant, ça sera un classique. Ouais, je pense que ce livre, c'est plutôt moi, j'ai envie que ce soit un classique, mais il correspond pas tant à la définition d'un classique, mais je trouve qu'il a tellement marqué les réseaux sociaux, c'est tellement l'un des premiers livres à avoir marché avec les réseaux sociaux, que ça doit jouer quand même. Je me dis c'est tellement innovant, avant il n'y avait pas vraiment de livre qui avait autant explosé grâce aux réseaux sociaux finalement. Donc je me dis ça peut peut-être jouer dans le fait que ce soit un classique, parce que les réseaux sociaux ont une telle place importante aujourd'hui dans nos vies. Je sais pas, en tout cas moi j'ai envie que ce soit un classique plus tard, mais ça le sera sûrement pas. Je sais pas du coup pourquoi je vous parle des 7 maris d'Evelyn Hugo dans cette vidéo, mais je trouve que c'est aussi une référence un petit peu, quand on en parle, il y a beaucoup de personnes qui l'ont lu. Donc voilà. Après j'ai bien dit, hein, c'est pas parce qu'un livre est un best-seller que ce sera un classique, mais bon, peut-être un petit classique. J'ai l'impression que les 7 maris d'Evelyn Hugo c'est quand même pas un livre qu'on va oublier, donc peut-être que d'ici une vingtaine d'années il sera encore imprimé, ce sera un micro-classique, on sait pas. Alors là je suis embêtée parce que j'ai dû couper mon tournage de la vidéo pendant 15 minutes pour répondre à un appel, mais du coup je sais plus si avant de répondre j'avais terminé de vous parler des 7 maris d'Evelyn Hugo ou si j'avais encore des trucs à vous dire, donc je sais plus du tout, mais en tout cas les 7 maris d'Evelyn Hugo ça sera sûrement pas un classique, mais je pense qu'il pourrait être un classique dans le fait qu'il reste dans le temps et que c'est un livre qui sera encore lu plus tard quoi. Voilà. Si les 7 maris d'Evelyn Hugo deviennent un classique, je serais très contente, mais si ça le devient pas, je me dirais bon, j'aurais essayé. Et on termine la vidéo par des livres qui je pense seront considérés par des classiques, mais au-delà des livres, j'ai surtout envie de vous parler de l'autrice, puisque moi c'est une autrice qui, je pense, va écrire des livres plus tard. Donc si ces livres aujourd'hui qu'elle a déjà écrits à son âge, puisqu'elle a un peu en dessous de la trentaine, si les livres qu'elle a écrits aujourd'hui ne seront pas considérés comme des classiques d'ici 20 ans, je suis persuadée qu'elle va écrire des livres qui, eux, seront considérés comme des classiques. C'est une autrice qui va écrire des classiques, puisque moi, les livres que j'ai lus d'elle, pour l'instant, je les ai lus avec l'optique dans ma tête, ce sera des classiques. En les lisant, je me suis dit ça a tout pour être un classique, puisque c'est quand même quelque chose auquel je pense souvent, quels livres vont rester dans le temps, et ces livres à elle, je me suis dit, ils ont tout pour être des classiques, c'est des livres qui seront des classiques. Donc cette autrice, c'est une autrice sur laquelle j'ai déjà fait un épisode de mon podcast, donc les femmes écrivaient aussi, si vous voulez aller voir l'épisode, je vous parle déjà du fait que je pense que c'est une autrice à classique, mais donc c'est R.F. Kuang, Rebecca F. Kuang. Pour l'instant, moi j'ai lu 2 livres d'elle, donc c'est Yellowface, qui a été sorti il y a pas si longtemps que ça, donc c'était l'avant-dernier, puisque maintenant il y a Catababy 6, que j'ai très envie de lire, qui est sorti cet été. Et aussi d'elle, j'ai lu Babel, donc qui est une Dark Academia qui se passe à Oxford. R.F. Kuang, elle a une écriture qui est innovante, puisque quand elle écrit un livre, elle s'inspire énormément des auteurs du genre de ce livre. Donc pour écrire Babel, elle a beaucoup lu de livres de Dickens. Donc quand elle écrit un livre, elle s'inspire énormément du genre, donc ce qui fait que son écriture évolue à chaque livre qu'elle publie. Donc ça, je trouve ça assez incroyable, elle adapte son écriture au livre qu'elle écrit. Donc pour moi, je trouve ça innovant, puisque c'est une autrice qui ne garde pas sa plume à elle, même si on peut retrouver des ressemblances parmi ses livres. Mais c'est une autrice finalement qui adapte son écriture en fonction des livres qu'elle écrit. Donc si on lit Babel et ensuite on lit Yellowface, on ne trouvera pas la correspondance, on pourrait dire que c'est écrit par 2 autrices différentes. Alors que c'est tous les 2 R.F. Kuang, et je trouve que c'est ça qui est innovant avec cette autrice, c'est qu'elle va écrire déjà dans tous les genres, elle va se détacher des genres dans lesquels elle est plus à l'aise, donc comme pour la guerre du pavot, la fantasy, tout ça, et bien elle va se détacher de ce genre-là pour aller écrire de la Dark Academia, elle va se détacher de ce genre-là pour aller écrire un livre comme Yellowface, donc un roman plus psychologique, et puis ensuite elle va encore se détacher de ce style-là pour aller écrire Catababy 6. Donc c'est une autrice qui va de genre en genre et qui ne se cantonne pas à un seul genre, et qui, selon chaque livre qu'elle écrit, fait évoluer son écriture pour qu'il aille avec le genre du livre qu'elle écrit. Donc c'est ça, c'est une autrice qui innove, c'est une autrice qui change, qui n'a pas peur de changer de genre. Et pour moi, ça peut être une définition d'un classique, ça peut être une définition d'une autrice destinée à écrire un classique,
Pour moi, je suis persuadée R.F. Kuang, s'il n'y a pas déjà un de ces livres qu'elle a écrit qui sera un classique plus tard, il y en aura. Donc voilà, R.F. Kuang, c'est une autrice aujourd'hui qui est unique en son genre. Moi, je suis persuadée qu'elle écrira un classique, si ce n'est pas déjà fait. Et donc, moi, ces deux livres, je considère que, ça sera peut-être considéré comme des classiques plus tard, mais j'en suis pas si sûre, mais en tout cas, R.F. Kuang écrira un classique. Peut-être que Babel, en vrai... Ouais, ce livre était incroyable. Bref, je pense que vous l'avez compris, pour moi, R.F. Kuang écrira un classique dans le futur. Et j'ai très hâte de lire ce livre qui sera un classique, j'ai très hâte de faire la connaissance de ses personnages, de l'univers, et voir tout simplement lequel de ces livres sera un classique, et puis peut-être même que je tiens un classique dans mes mains aujourd'hui. Donc moi, j'ai hâte de voir, en fait, j'aimerais faire un bond dans le futur pour voir qu'aura écrit R.F. Kuang dans 10 ans, combien de livres elle aura écrit, quel livre elle aura écrit, tout ça, voir quel genre elle aura exploré. Donc voilà, R.F. Kuang, je trouve aujourd'hui c'est une écrivaine à suivre, et c'est une écrivaine, j'en suis persuadée, elle écrira un classique. Donc voilà, R.F. Kuang, c'était la dernière autrice et les derniers livres dont je voulais vous parler, ces livres, et j'en ai pas plus à vous parler, j'ai pas plus de livres à vous présenter comme étant de futurs classiques. C'est normal qu'il y en ait pas énormément. Bon, déjà ça fait énorme parce que je suis sûre qu'il y en a plein que j'ai pas lu et qui seront des classiques, il y en a plein je sais ce sera des classiques et je les ai même pas lus. Donc déjà c'est énorme parce que il y a pas non plus une quinzaine de livres qui restent pour chaque dizaine d'années qui existent. Mais voilà, je vous ai présenté tous ceux que moi je considère qui seront plus tard des classiques, des livres qui ont tout pour être des classiques, même s'ils ne le seront pas forcément. Des livres qui, à mes yeux, seront des classiques parce que l'écriture est assez innovante pour être un classique. Ça révolutionne un petit peu le genre dans lequel le livre a été écrit, c'est un peu des précurseurs de ce genre-là, et puis aussi et surtout, c'est des livres qui, malgré le fait qu'ils ont écrit il y a que 10 ans, ils sont aujourd'hui déjà rentrés dans la culture populaire et tout le monde les connaît. Donc voilà, c'est de ces livres-là dont je voulais vous parler aujourd'hui, mais je suis sûre qu'il y en a énormément d'autres qui existent, et je suis sûre que parmi ceux que je vous ai présentés, il y en a plein qui ne seront pas des classiques plus tard, mais c'est des livres que je voulais vous présenter comme pouvant potentiellement avoir tout ce qu'il faut pour plus tard être considérés comme un classique. Voilà, donc cette vidéo, c'est une vidéo que je voulais faire depuis vraiment longtemps, puisque quand je fais une lecture, c'est vrai que j'y pense beaucoup à ce truc de est-ce que c'est un livre qui perdurera dans le temps? Quand je fais une lecture, je me demande est-ce que c'est un livre qui sera encore lu dans 10 ans? Est-ce que c'est un livre qui sera réimprimé? Est-ce qu'il y aura une réimpression de ce livre ou est-ce qu'il sera limité à 5000 exemplaires et qu'il n'y en aura jamais plus? Donc c'est des questions que je me pose souvent. Est-ce que ce livre il sera traduit mondialement? Ah, c'est aussi ça aussi qui peut faire d'un livre qui sera un classique, c'est le fait qu'il soit beaucoup traduit. Ça peut aussi jouer. Mais aussi, vu qu'on sait que les classiques n'ont pas forcément un succès phénoménal à leur sortie, faut se dire qu'il y a plein de livres qui sont sortis qui n'ont pas eu un gros succès mais qui seront plus tard des classiques. Donc bref, c'est un sujet qui est tellement passionnant de s'imaginer quel livre sera des classiques, d'essayer de comprendre ce qui fait un livre un classique, qu'est-ce qui fait que ce livre-là va rester dans l'histoire et pas celui-ci. C'est une question tellement intéressante, vraiment j'ai envie de vous faire une vidéo mais vous parler pendant des heures encore, vous faire mes petites théories. Si je continue de vous parler, je vous parle pendant des heures, là c'est sûr. Cette vidéo j'avais tellement hâte de la tourner, je suis trop heureuse de vous l'avoir tournée. J'ai peut-être pas donné toutes les bonnes raisons à chaque fois pour les livres de pourquoi je pense qu'ils seront des classiques. J'en ai peut-être oublié, c'est évident, mais voilà, je vous ai présenté les livres qui pour moi seront des classiques d'ici une dizaine d'années. J'ai hâte de voir ce que ça donnera, si j'ai eu raison, si j'ai eu tort. Je vous fais des gros bisous et j'espère tout simplement que cette vidéo vous a plu finalement. Voilà quoi, lisez The Secret History pour que plus tard il soit considéré comme un classique, vraiment je vous en supplie. Bisous.